et c'est parti. Eh ben, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette 6e ou 7e édition, on finit par perdre le compte de demander n'importe quoi, sur les sujets du MAS. Le compteur que j'ai encore en tête, par contre, c'est que c'est la 2e session, thématisée, et avec un thème d'ouverture. Donc, pour rappel, le mois dernier, nous avions abordé la question de l'accessibilité et des données associées, et des standards associés. Heu et donc aujourd'hui, on va parler d'information géographique, dans le MAS, de manière, donc toujours dans le même format, hein, très ouverte, hein, sur un temps d'1 heure, jusqu'à 9 heures. Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin et qui vont continuer de nous rejoindre peut-être progressivement. Hem, Quelques éléments de contexte et d'introduction aussi de nos 2 intervenants, ou en tout cas, on va dire, grands témoins qui sont là avec nous, pour échanger ce matin. Le contexte, il va vous paraître, assez simple, hein. Le développement, du MAS, de la mobilité servicielle, repose, sur le fait, de disposer d'un certain nombre de données, et notamment des données, géographiques qui sont évidemment de grande importance dans la construction de ces services, dans leur conception et leur mise en œuvre. Ces données, géographiques, elles ont, différentes sources, hein. Elles peuvent avoir des sources qui sont parfois, internes, à un acteur, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, hein, qui peut avoir son propre système de POI, de points d'intérêt identifiés. Les collectivités en particulier disposent évidemment de systèmes d'information géographique, très, très, très complets et étendus. Mais presque toujours dans un système de masse, on a besoin de données géographiques, additionnelles, que ce soit de la cartographie ou des points d'intérêt, ou peut-être d'autres services géographiques qu'on pourra aborder. Et il y a des acteurs, clés qui sont à la source de beaucoup de données. En France, c'est l'IGN et aussi OpenStreetMap, avec parfois peut-être aussi des recouvrements, entre les acteurs et entre les données. Et pour le contexte, au mois de septembre dernier, plusieurs d'entre vous avaient participé, avec nous à un atelier de travail sur la question des communs et des infrastructures, numériques, un petit peu clés pour, développer le MAS. Et dans les sujets qui ont été abordés comme étant des sujets d'importance, sans grande surprise finalement, cette question des systèmes, de cartographie, des points d'intérêt est revenue comme étant, un commun, une ressource partagée, de grande importance pour les MAS. Et a aussi été partagé le fait, que pour beaucoup de participants souhaitaient, mieux travailler, sur ce sujet-là. Concrètement, ça voulait dire, savoir mieux comprendre ce qu'on peut attendre et comment utiliser, des ressources géographiques, qui sont des communs et qui sont partagés. Typiquement le genre de choses que peut produire l'IGN ou OpenStreetMap, à des titres différents. Mais aussi comprendre, pourquoi et comment on devrait contribuer à ces ressources et de quelle manière le faire, ce qui est pas forcément toujours, simple à comprendre ou à mettre en œuvre dans la pratique. D'autant plus qu'il y a une dimension collective dans la contribution, et finalement, la qualité et l'intérêt de contribution pour que ça ait un impact sur l'écosystème MAS, elle vient aussi du fait de se coordonner dans le fait d'agir en ce sens. Donc c'est autant de sujets, qui ont été identifiés comme, méritant un travail peut-être à plus long terme, peut-être des coopérations, des bonnes pratiques. On reviendra en conclusion sur, quelles sont les possibilités, peut-être, autour de ça en fonction de l'intérêt des uns et des autres. Je vais pas moi prendre plus de temps sur l'introduction. Pour rappel, c'est un format d'échange extrêmement, ouvert. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir, des personnes très qualifiées, avec Nicolas Berthelot, hein, de la Fabrique des Géocommuns, et de l'IGN, d'une part, et Florian Lenné, qui a fondé Junglebus, qui travaille avec de la donnée géographique en particulier, qui vient d'OpenStreetMap et qui est contributeur à OpenStreetMap, donc qui est un membre très actif de cette, communauté, et qui connaît bien aussi les sujets de mobilité par ailleurs. Donc, merci à tous les deux, Nicolas et Florian, d'être avec nous ce matin. On va vous laisser la parole pour, chacun, voilà, pour 5 minutes, un peu d'introduction de comment vous abordez le sujet, de qui vous êtes et que font la Fabrique des Géos communs et OpenStreetMap, Junglebus, sur ces thèmes-là, de manière assez, voilà, assez brève et introductive. Et ensuite, comme nous en avons l'habitude, on ouvrira, voilà, des questions ouvertes, des débats. Chacun peut partager son expérience du sujet, partager ses questionnements, éventuellement aussi, bien sûr, ses idées, des choses qu'il aimerait, voir, émerger pour la suite, ou comment vous aimeriez pourquoi pas qu'on travaille sur le sujet en 2023, avec qui, comment, pourquoi. Voilà. Donc discussion très ouverte.
Je vais peut-être d'abord passer la parole à Nicolas et puis ensuite à Florian et ensuite, que ce soit par le chat ou en prenant la parole directement en live, vous êtes les bienvenus et ça repose entièrement sur vous, la qualité des échanges qu'on va avoir ce matin. Ça marche. Bah, merci, Bonjour merci pour Nicolas. l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Du coup, oui. Donc moi, c'est marrant parce que ce sujet-là de données géographiques et mobilité, moi, enfin, dans mon petit parcours pro, j'ai passé mon temps à faire des sauts de puce entre données géographiques. C'était un peu mon point de départ à Neymar dans la startup où on travaillait sur le bâtiment, mais bon, on travaillait un peu sur tous les référentiels de données géographiques. Donc bon, j'étais vraiment parti du monde de la donnée géographique. Puis après, je suis parti à Transport Data Gouv où là, j'ai découvert tout l'écosystème masse, l'écosystème du transport public et, et du coup, les- évidemment les points de contact. Mais moi, ce qui m'avait marqué très vite à Transport Data Gouv, c'est qu'il y avait une assez forte séparation des communautés géo et des communautés mobilité, alors qu'on parle très souvent de même référentiel parce que beaucoup d'infrastructures de transport la cartographie est une composante hyper importante pour les modéliser. Et du coup, bon, là maintenant, je suis de retour dans le monde de la géo et un peu sans surprise, j'ai envie de dire, finalement, le thème de la mobilité n'est pas très souvent au cœur de nos échanges. On me l'a quand même tout de suite mis sous le nez quand je suis arrivé à l'IGN sur la question de la base routière navigable. Ça, clairement, s'il y a un sujet de mobilité qui suscite de l'attention à l'hygiène, c'est cette notion, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand programme qui s'appelle Nexis, qui a pour but de doter l'ensemble des services d'urgence des SDIS en calculateur d'itinéraire. Et pour ça, l'hygiène fait partie des parties prenantes identifiées. Et du coup, il y a ce grand plan pour être capable de fournir un calculateur d'itinéraire routier. Et pour ça, il y a plusieurs pistes envisagées, et notamment une des pistes, c'est de d'activer beaucoup mieux les coopérations avec des communautés de contributeurs. Ces communautés de contributeurs, aujourd'hui, l'IGN avance petit à petit pour intégrer de nouvelles contributions, mais comment dire, on n'est pas dans un modèle, on a du mal à passer à un modèle de l'ouverture au tout contributif. Pour l'instant, on est dans un modèle où en général, on fonctionne avec des contributions identifiées, authentifiées de contributeurs comme typiquement un SDIS. Là, je crois qu'il y a des expérimentations qui sont faites dans le Gard pour que ces personnes contribuent directement au référentiel de l'hygiène. En l'occurrence, je parle de la BD Topo, hein, enfin la BD Uni qui est extraite dans la BD Topo, où là, il y a un référentiel routier qui est assez complet hein, sur le territoire, qui a des défauts de mise à jour, mais dans l'ensemble, sa géométrie est plutôt bien cartographiée, mais par contre, il nous manque énormément d'informations sur la vitesse réelle qui peut être pratiquée sur les tronçons. Il nous manque énormément d'informations sur les différents panneaux qui feraient qu'il y a un stop qui fait que l'itinéraire va être moins rapide. Et là-dessus, il y a encore énormément Enfin, il y a un long chemin encore devant nous pour arriver à tacler ce sujet. Et honnêtement, pour l'instant, enfin, je pense que je suis très content d'être là aujourd'hui parce que je serais vraiment curieux de voir si on peut pas s'intégrer à de nouvelles initiatives sur ce sujet. Je voulais évoquer deux autres sujets où c'est un peu le même contexte, hein, sur les aménagements cyclables, typiquement. On est à nouveau sur un cas où l'hygiène avait essayé de faire une cartographie nationale un peu en mode top-down, en mode je suis capable de cartographier. Il se trouve qu'aujourd'hui, on voit bien que les modèles collaboratifs sont largement plus performants et qu'aujourd'hui, la référence aujourd'hui, je pense Florian pourra en parler, c'est OpenStreetMap sur l'ensemble des aménagements cyclables avec différentes initiatives de collectivités territoriales qui sont capables de cartographier leur territoire ou d'entreprises comme GeoVélo qui font un travail de haute qualité pour cartographier certaines infrastructures. Euh, et je pensais aussi aux IRVE, donc les bornes de recharge électrique, où à nouveau, bon là en l'occurrence, il y a eu plusieurs pistes identifiées, capables de récupérer les données issues des aménageurs. Aujourd'hui, il y a un agrégateur qui, cette fois-ci, un modèle, c'est JREV qui est capable d'agréger ces données
de l'ensemble des idées, des bornes de recharge, même s'il y a il y a un projet qui est mené à Transport Data.gouv de contribution de chacun pose son CSV sur DataGouv pour constituer une base nationale. Il y a ce chantier qui fonctionne, mais en l'occurrence, une animation hyper importante est nécessaire et c'est pour ça que J-Rêve arrive à constituer une base plus complète que celle qu'on peut constituer avec seulement les données de DataGouv. Et, et bon, là, je voulais juste terminer enfin, je donne des petites, des petits signaux. Le dernier truc auquel ça me faisait penser, c'est qu'aujourd'hui, avec la fabrique, on accompagne plusieurs projets qui ne sont pas directement en lien avec la mobilité. Bon, il y a un sujet en ce moment sur Panoramax, donc le commun des vues immersives libres, où là, l'objectif, c'est d'arriver à produire un Street View collaboratif où chacun peut contribuer au commun en déposant ses photos. Et la condition pour ça, c'est d'arriver à définir un standard et à mettre en place des infrastructures de stockage et de diffusion des données. Là-dessus, on a une startup d'État qui bosse là-dessus, donc voilà, Panoramax, et qui s'interface directement avec des collectifs de collectivités territoriales, avec l'AITF, mais aussi, j'ai envie de dire surtout, avec OSM, qui a déjà fait un gros travail de défrichage. Donc, c'est ce sujet. Et puis, un dernier qui me semble encore peut-être plus pertinent concernant les sujets de mobilité, même s'il n'est pas du tout lié au départ, c'est le sujet BatID qui a pour but de mettre en place donc, c'est pas encore une startup d'État, elle sera une startup d'État à partir du 1er janvier, qui a pour but de mettre en place un identifiant unique du bâtiment, donc rien à voir avec le sujet de mobilité. En revanche, là où je trouve intéressant, c'est que l'idée a été de décentrer la question de l'information bâtiment d'une base complète, typiquement la BD Topo. Non seulement il y a un identifiant du bâtiment, mais une géométrie et des attributs, et qui fait que finalement, après, les différentes entités ont potentiellement du mal à communiquer avec d'autres référentiels. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, on va produire un identifiant unique du bâtiment auquel différents référentiels seront capables de s'interfacer, que ce soit des référentiels bâtiments, mais même des référentiels adresses ou des référentiels logements et locaux. Euh, et pour ça, euh, et pour ça, je trouve qu'on pourrait envisager de mêmes initiatives sur d'autres référentiels de la mobilité. Je pense par exemple, aux routes, où on pourrait envisager un identifiant route basé sur une définition homogène de la route, avec potentiellement plusieurs représentations géographiques, parce que cette représentation, elle peut être, il y a certaines personnes qui ont des besoins, des attentes de représentation 3D, enfin 2D surfacique, hein, pour représenter un tronçon complet. La plupart d'entre nous, au sujet de mobilité, auraient besoin seulement de linéaire. Ça permet de décorréler la notion de représentation géographique de la représentation d'identifiant, de la notion d'identifiant, ce qui peut permettre une meilleure interopérabilité entre des référentiels qui n'ont pas forcément les mêmes buts et qui ne poursuivent pas les mêmes cas d'usage. Donc voilà, c'était un peu aussi pour parler de cette initiative BatID et peut-être de s'en inspirer sur des thèmes mobilité. Voilà. Ça va peut-être générer effectivement des réactions et des idées. D'ailleurs, Yann a partagé le lien de BatID. Je crois qu'il a retrouvé Trop bien. facilement avec Talam. Merci. Merci Yann. Merci à toi Nicolas pour cette intro. Je crois que Florian, tu es prêt aussi, que tu avais une documentation. Si tu veux y aller, Ok, je vais la partager mon parole est à toi. écran. Normalement, je t'ai donné les autorisations. Très bien. Sachant que j'ai déjà noté quelques questions qui ont été posées dans le chat qui vont revenir tout à l'heure. Vous pouvez déjà regarder notamment la question de Sarah Guillet qui va être qui est en plein dans le sujet du jour. Ok, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous... Oui, tout va bien. On voit ça tout à fait, c'est très bien. Bonjour à tous et merci pour cette invitation un peu de dernière minute que j'ai pris à la volée. Je suis Florian Hennes, donc CEO de Jungle Bus. On est une petite entreprise française spécialisée dans la mobilité et OpenStreetMap. Donc, je pense que le sujet est vraiment le nôtre aujourd'hui. Je suis contributeur OpenStreetMap à titre bénévole et personnel depuis plus de 10 ans. Et je vais vous expliquer rapidement, en moins de 10 minutes,
ce que OpenStreetMap et comment les acteurs de la mobilité peuvent s'interfacer avec OpenStreetMap. Ça sera uniquement une introduction, donc j'espère qu'après, ce sera plutôt notre discussion qui sera intéressante. En termes de contexte, il y a 10 ans, il y a Tim Berners-Lee, un des inventeurs du World Wide Web, qui a fait un appel en disant « Raw data now », c'est-à-dire « publier les données brutes maintenant ». C'était le début de l'open data et ce mouvement, il a duré pendant 10 ans. Donc, c'est sur une échelle de temps d'Internet, c'est très vieux en fait. L'open data, c'est très vieux. Donc, moi, 10 ans plus tard, je dis l'open data est mort. Je le dis en petite boutade et je vais vous l'expliquer. Le principal frein à l'open data ces 10 dernières années, ça a été l'effet plateforme. De très nombreuses collectivités, organismes, dont DataGouv, dont Transport.DataGouv, toutes les collectivités locales, de très nombreux acteurs, notamment publics, ont publié des données en open data et ont constitué des jeux de données. Donc, ça fait 10 ans qu'on joue avec des CSV en s'échangeant des données de manière très, très inefficace. Et je pense que ce temps est révolu et qu'il faut prendre en compte l'effet plateforme. On voit que depuis 10 ans, les grands gagnants, ce sont les grosses plateformes. Je pense à Google, je pense à Airbnb, je pense à toutes ces plateformes et à ce qu'elles ont compris, c'est que la valeur d'une plateforme, c'est égal au carré de ses membres, c'est-à-dire que les plus gros acteurs capte l'essentiel de la valeur. Et ça, c'est essentiel à comprendre dans ce monde où, globalement, l'open data, maintenant, aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué encore, constitue à publier des jeux de données et les seules personnes qui sont aptes à utiliser efficacement ces jeux de données, ce sont les grosses plateformes puisqu'ils en ont les moyens. Donc, il y a ce qui était à la base une recherche d'équité entre les acteurs en publiant simplement les données, se transforme aujourd'hui, on le voit, en un grave déséquilibre en faveur de ces grosses plateformes commerciales. Et donc, je pense qu'OpenStreetMap est une solution pour rétablir cet équilibre. Et on voit aujourd'hui que de nombreuses personnes comprennent que l'intérêt des communs numériques tels comme OpenStreetMap s'aligne avec les valeurs de services publics. Et j'espère que ça sera le cas plus profondément dans les années à venir. Alors maintenant, je ne vais pas vous représenter OpenStreetMap en détail. Je vais faire rapidement une petite présentation. OpenStreetMap est une base de données ouverte avec des données qui sont standardisées. Elles sont open data, vous pouvez les utiliser sous certaines conditions. Elles sont gratuites à utiliser, donc c'est un avantage indéniable, évidemment. C'est un écosystème très riche de manière technique. Il y a des API, il y a des données, il y a des logiciels qui sont open source que vous pouvez utiliser pour créer les données, faire du contrôle qualité, utiliser les données, les exporter, les transformer, les consommer. Il y a de très nombreuses entreprises qui font des services basés sur ces données. Et puis, c'est une communauté humaine mondiale qui maintient des données cartographiques. La contribution, elle est libre. Tout le monde peut aller sur OpenStreetMap et cliquer sur « Modifier ». Et il y a une gouvernance qui est très ouverte avec un système de contrôle qualité. Et donc, ça en fait la plateforme de choix, la plateforme avec la plus grande visibilité pour les données cartographiques en open data. OpenStreetMap est vraiment en train d'exploser. Il y a 2 ans, il y avait 6 millions de contributeurs. Maintenant, c'est 9 millions. Donc, on voit que c'est vraiment ces dernières années que le projet explose. Donc, je confirme, je précise ma pensée de tout à l'heure où je disais l'open data est mort. En fait, il faut lui adjoindre pour être efficace l'open source et la communauté. Et c'est bien ce que propose OpenStreetMap aujourd'hui. De l'open source, un écosystème open source riche, des données open data avec une gouvernance partagée et une communauté humaine et technique efficace. Alors, dans vos métiers, parfois, il est difficile de comprendre comment s'interfacer avec la communauté OpenStreetMap. Il y a des contraintes spécifiques avec des outils spécifiques, des normes techniques.
Et puis, il y a aussi une grande partie de la communauté OpenStreetMap qui est bénévole et qui travaille le soir et le week-end, qui contribue le soir et le week-end, on ne dit pas travailler justement, alors que dans vos métiers, au contraire, vous travaillez en heures de semaine. Voilà, ça c'est vraiment une contrainte claire et simple sur comment on travaille avec cette communauté qui dispose aussi d'un jargon, d'une culture et d'une licence open data. On pourra revenir dessus si vous avez des questions. Si vous avez des questions, d'ailleurs, je vous invite à les écrire dès maintenant par écrit. Et donc, c'est la spécialité de Jungle Bus de faire travailler ensemble les acteurs de la mobilité et la communauté OpenStreetMap. Alors, je vais vous prendre quelques exemples puisqu'il est impossible de vous parler d'un use case qui les rassemblerait tous. Je suis obligé de prendre des use cases précis pour vous montrer comment les acteurs de la mobilité ont contribué et participé et utilisé OpenStreetMap dans leur métier. Le premier, c'est un de nos clients avec Cartocité. Je vois qu'Antoine est connecté aujourd'hui. On est plusieurs entreprises qui travaillons en sous-traitance pour SNCF Transilien et on prend des photos 360, des dizaines de milliers de photos 360 dans les gares et aux alentours et on contribue directement à OpenStreetMap pour créer des plans des cartes directement utilisables dans les outils, dans l'appli Transilien, sur le site internet de SNCF Transilien, où il y a un routing indoor multiniveau qui est basé directement sur les données OpenStreetMap. Donc ça, c'est une des possibilités d'appropriation du projet. Si j'en fais un résumé, il y a des bases de données internes de la SNCF avec des référentiels liés aux quais, liés à l'élévatique, les escalators, etc., qui sont publiés en open data et ils nous demandent, nous, sous-traitants, de les intégrer directement à OpenStreetMap. Et c'est bien sur les données OpenStreetMap qu'ensuite les services sont créés et qu'il y a une exploitation des données. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec la SNCF est celui de la RATP. Vous connaissez peut-être ces écrans dans les stations de métro parisiens qui sont développés par la société Zenway qui utilisent directement en fond de carte les données OpenStreetMap. Donc, ça, il n'y a pas du tout de contribution avancée à OpenStreetMap. Et ça consiste tout simplement à utiliser OpenStreetMap pour créer une carte. Est-ce que vous me voyez encore? J'ai l'impression que ma caméra a disparu. Tout va bien, Florian, pardon. Très bien. Tout à l'heure, Nicolas parlait de GeoVélo. C'est vraiment un très bon cas d'étude pour se rendre compte qu'on peut faire travailler ensemble des citoyens, des entreprises, des collectivités locales, des utilisateurs, des AOM autour du commun numérique qui est OpenStreetMap. GeoVélo contribue directement à OpenStreetMap pour décrire les réseaux cyclables en France. Il incite ses clients, les collectivités locales, en masse à cartographier dans OpenStreetMap, à prendre les données internes de leur base de données et à contribuer dans OpenStreetMap. GeoVélo a développé un outil pour que les utilisateurs de son propre service, de son site internet, de son appli mobile, puissent faire des remontées, des signalements en disant là, il y a une nouvelle carte, il y a une nouvelle piste cyclable. Eh bien, GeoVélo intègre ces données directement dans OpenStreetMap. Et puis, évidemment, il y a toute la communauté OpenStreetMap qui contribue au sujet. Une fois que ces données ont été utilisées, elles ont été produites et elles sont dans OpenStreetMap. Elles sont utilisées directement dans l'appli GeoVélo et elles sont également utilisées par les concurrents, c'est-à-dire par Komoot, par Strava, qui affiche sur sa carte les aménagements cyclables, par Via Navigo, le service de Île-de-France Mobilité, dont le calculateur d'itinéraire est GeoVélo, et donc il est basé sur les données d'OpenStreetMap. Donc on voit que quand on crée de la donnée, quand on crée un commun numérique, il est largement utilisé par la suite. Je peux citer aussi data.gouv.fr qui utilise les données, qui les publie, mais aussi les associations de cyclistes comme Paris en Selle, MDB, qui utilisent directement les données d'OpenStreetMap. Donc, sur ce modèle-là, on a ce que j'appelle OSM First, c'est-à-dire on crée les données directement dans OSM en premier, on profite de l'écosystème de la plateforme et de l'effet plateforme d'OpenStreetMap, et ensuite seulement,
on en fait des données qu'on utilise en interne et qu'on exploite. Et c'est cette manière qui permet de profiter à fond de l'effet plateforme. Je vais finir avec deux exemples et puis après, c'est terminé. Île-de-France Mobilité, qui corrige les données qu'elle publie en open data, eh bien, elle les corrige avec des données qui sont contribuées dans OpenStreetMap. Junglebus travaille aussi en prestation là-dessus. On a Lenture, qui est l'agence de transport norvégien, qui maintiennent à jour toutes les données qu'ils ont dans leur base de données en interne, ce qu'il y a en open data et ce qu'il y a dans OpenStreetMap. Ce sont les mêmes données. C'est-à-dire que quand il y a une contribution dans OpenStreetMap liée à un arrêt de bus, ils le prennent en compte et ils l'intègrent dans leurs données ou ils le suppriment dans OpenStreetMap. Donc, il y a un suivi très proche de ce que les données d'OpenStreetMap, comment les données d'OpenStreetMap évoluent. Je peux encore citer Digitransit, les Suédois, qui contribuent à OpenStreetMap, mais qui ne reprennent pas les données d'OpenStreetMap pour les réintégrer à leurs données. Donc, on voit qu'il y a de très nombreux modèles qui sont très différents et qui dépendent vraiment du business que vous opérez. Nicolas parlait tout à l'heure des IRVE. C'est un sujet vraiment sur lequel on s'est penché du côté de la communauté OpenStreetMap. En mars 2020, on a lancé un projet du mois, ce qu'on appelle projet du mois, avec un outil qu'on a développé exprès qui s'appelle projetdumois.fr, qui est un éditeur OpenStreetMap dédié à des projets très précis. Et donc là, en particulier, c'était les bornes de recharge électrique. Et on voit dans les données qu'il y a vraiment un effet quand on organise un projet du mois et quand on crée un outil, il continue à être utilisé par la suite par la communauté. La communauté s'en empare et la courbe de contribution est plus forte après le projet du mois qu'avant le projet du mois, même quand on l'a terminé. Donc, il y a des actions réelles qui ont un impact sur la quantité des données qu'il y a dans OpenStreetMap et c'est notre spécialité chez Junglebus. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que tu peux remettre la slide avant celle sur les IRV, celle avec Ntour notamment, parce que je pense que c'est une bonne introduction à la question posée par Sarah Guillet dans le chat au début de cet échange. Il me semble, je ne sais pas si Sarah voulait compléter la question que vous avez posée par écrit, mais la question était quelles seraient vos recommandations pour les collectivités concernant ces données géographiques? Doivent-elles obligatoirement être adossées à un graphe bidirectionnel pour être utilisées dans le MAS? Il me semble que ça rejoint un petit peu le sujet qui est abordé sur cette slide et les expériences présentées. Je ne sais pas si justement, soit Sarah voulait compléter la question ou des éléments de contexte, ou si Nicolas, Florian, vous voulez justement apporter votre propre réponse, ou d'autres d'ailleurs, sur ce sujet-là, ce que sont vos expériences de ce thème-là. Je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet du jour. Juste peut-être pour vous expliquer le contexte, en fait, au sein de notre métropole, le SIG est basé sur un graphe monodirectionnel. Et je cherche tous les arguments possibles pour expliquer à quoi ça va contribuer plus largement que la mobilité de faire un graphe bidirectionnel. Pour nous, c'est essentiel, mais on n'est qu'un tout petit bout de la collectivité et un tout petit service, enfin un tout petit, pas si petit que ça. Mais on a besoin de convaincre là que le graphe bidirectionnel, c'est essentiel. Enfin, je crois, mais en fait, peut-être que je me trompe. Donc, c'était aussi pour être sûr que on ne demande pas quelque chose qui n'aurait pas d'intérêt. Ma réponse va vous déplaire parce que j'ai envie de dire ça dépend. Il faut voir le périmètre sur lequel vous souhaitez publier et collaborer avec vos données et l'intensité avec laquelle vous voulez collaborer avec la communauté OpenStreetMap. Parce qu'il peut y avoir en effet ce modèle comme Ntour où il y a des échanges de données bidirectionnels, mais c'est du travail en plus pour les fonctionnaires. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est de dire on fait de l'OSM first, les données, le référentiel est dans OpenStreetMap. Par contre, ce qu'on publie en open data et ce qu'on utilise en interne, c'est une version qui est approuvée par nos services et qui a un travail de correction à minima. Et ça, c'est le modèle que la métropole de Montpellier et ce que Brest fait, avec un outil qui s'appelle Le Bon Tag, donc lebontag.fr. C'est un outil qui a été développé, financé par ces collectivités directement dans ce but-là. OSM first, et ensuite, on utilise les données en interne. Donc, il y a beaucoup
d'approches qui sont différentes et j'ai envie de dire, discutons-en. Et peut-être documentons aussi ces différentes approches possibles et documentons ce que tu commences à faire là quand tu dis, bah voilà, il y a des critères, ça dépend du niveau d'implication, de qu'est-ce qu'on veut faire. Je pense que c'est le genre de choses qui ont vocation à se retrouver dans une documentation un peu partagée pour éclairer effectivement les acteurs qui se posent ce type de questions. Ensuite, rien ne remplace certainement ensuite des accompagnements plus individualisés liés au projet. Mais je pense à une documentation générale autour de ça peut être intéressante comme ressources communes de connaissances. Tu voulais réagir peut-être Nicolas ou peut-être d'autres personnes sur le sujet? Non, je vois Antoine qui lève la main. C'est multidirectionnel, donc c'est même plus que bidirectionnel cet échange. Donc, Oui, je voulais juste ajouter par rapport au graphe bidirectionnel une information sur le fait que la base nationale des aménagements cyclables utilise un graphe bidirectionnel pour décrire les aménagements cyclables, souvent de part et d'autre de la chaussée principale, parce que c'est souvent distinct d'un côté et de l'autre. On peut avoir des pistes cyclables bidirectionnelles d'un côté, une bande cyclable de l'autre côté. Et cette base nationale des aménagements cyclables, dont le schéma est déposé sur data.gouv.fr, donc un schéma reconnu au niveau national, est issu d'OpenStreetMap, de projets notamment menés par Île-de-France Mobilité, par la région Normandie, qui consiste à faire une extraction, une interprétation des données OpenStreetMap pour qu'elles soient plus facilement utilisables dans les systèmes d'information géographique des collectivités. Donc, quelque part, ça pourrait tendre à répondre oui, c'est préférable d'avoir un graphe bidirectionnel, au moins pour ce qui est des aménagements cyclables. En fait, du coup, allez-y, Sarah. Non, vas-y, Sarah, réagissez, puis après, il y a Nicolas de Poitiers. C'est que du coup, je crois que, je suis désolée, le chef de projet qui nous a accompagnés là-dessus, il est plus chez nous, mais il me semble que nous, du coup, avec notre graphe monodirectionnel, on a quand même réussi à contribuer à cette base nationale. Mais du coup, ça m'interroge parce que dans le projet MAS qu'on vise, on est en train de réfléchir sur aussi les données de travaux, et on voit que à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle donnée géographique qui nécessite d'être orientée, on va se reposer la question de se dire, bah oui, mais il faut faire une base déconnectée entre guillemets de notre graphe pour qu'elle puisse être utilisée de façon bidirectionnelle. Donc c'est là où moi j'ai le sentiment que finalement il vaudrait mieux avoir simplement un graphe bidirectionnel en interne, que ça simplifierait en fait tout le travail derrière sur cette donnée qu'on doit ensuite utiliser dans des outils multimodaux et peut-être d'autres outils qui n'ont rien à voir avec la mobilité en fait, mais qui pourraient, je sais pas, contribuer pour les déchets. Enfin, vous parliez tout à l'heure du projet du SDIS. On a aussi des pompiers sur le territoire. Enfin, voilà, c'est cette impression qu'en fait, aujourd'hui, c'est la mobilité au sein de notre métropole qui demande ce graphe, mais finalement, il y aurait certainement beaucoup plus d'utilité et ça pourrait convaincre, en fait, quoi. Et Sarah, quelles sont les principales préventions, les arguments autour de ça? Est-ce que c'est des craintes liées à la maîtrise des données, de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Est-ce que c'est autre chose qui est évoqué comme étant il y a un problème potentiel avant que Alors, je vais peut-être faire appel à mon joker qui s'appelle Jean-Gilda Scornet, qui est connecté, si ça t'embête pas, Jean-Gilda. Parce que moi, enfin, je suis un peu en limite, là, technique. Jean-Gilda, il travaille aux ressources numériques chez nous, même s'il n'est pas dans la partie géographique. Jean-Gilda. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouais. Bonjour. Bon, les limites, en fait, c'est que moi, je suis pas au service des informations géographiques, mais c'est que pour l'instant, on est basé sur un système qui est interno-interne, c'est-à-dire qu'on va pas le chercher forcément de données à l'extérieur et on contribue pas avec OSM. On a déjà fait des essais d'acquisition d'un graphe bidirectionnel. Par contre, après, se pose la question de sa mise à jour. Donc, puisqu'on repose uniquement sur des équipes internes, on voit bien que là, on est rapidement dépassé. Autant on arrive sur tout ce qui est voie, adresse, nomenclature des rues, adresse à être très exhaustif et très complet. Autant dès qu'on commence à parler de la circulation, des sens de circulation, des panneaux, etc. Au niveau inventaire, on est dépassé. Et quand on a dépassé que c'est plus à jour, forcément le graphe n'est plus utilisé et donc on a fait un projet pour rien, quoi.
Donc c'est ça un petit peu le frein. Et la question maintenant qui peut rebooster un petit peu ce projet-là dont on a vraiment besoin pour le MAS, c'est comment est-ce qu'on peut initialiser ce graphe bidirectionnel et l'utiliser chez nous, et comment on peut contribuer d'un côté et puis aussi récupérer des contributions pour que le graphe soit toujours à jour et utilisable. Et probablement, du coup, avec quelles ressources ça demande de faire ça et où est-ce qu'elles sont. Ouais. Exactement. Nicolas Madini, je ne sais pas si tu veux rebondir ou au contraire, tu avais un autre Merci, un fork à merci, nous proposer. merci Ghislain. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ok. Ouais. Merci à vous tous, merci à Nicolas et puis merci à Florian pour vos présentations. C'est très éclairant et merci Nicolas pour l'info sur la base routière navigable et puis sur tout ce qui est le sujet BATID parce que c'est des questions sur Poitiers qu'on se pose. La question d'une constitution d'une base navigable qui était à jour, et puis la question aussi de l'ID, surtout au niveau du routier, sachant que le routier est le réceptacle quand même d'énormément de données, que ce soit des données de trafic, que ce soit des données de configuration de voirie, et puis pour les AO, il en découle tout un tas de choses comme le suivi environnemental, la gestion patrimoniale, etc. etc. Sur OSM First, tout à fait en accord avec la présentation de Florian. Effectivement, la communauté OSM est une très bonne chose pour la qualité des données. On le voit sur les aménagements cyclables. Ils sont en mesure, la communauté est en mesure de produire des données beaucoup plus fraîches et beaucoup plus fiables que ce que normalement devrait faire une collectivité. Mais la difficulté pour les collectivités, et là je rejoins tout à fait la présentation de ce qu'a dit Nantes, c'est effectivement de jongler avec un système géographique qui est interne. Nous, à Poitiers, on est sur des outils Esri, donc on intervient sur Argis, et il n'est pas question d'être double contributeur, à la fois sur OSM et à la fois sur Argis. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être totalement en décalage et totalement aveugle vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis des potentialités d'OSM. Donc le but, c'est de faire une sorte d'interface entre ce que nous, on pourrait produire sur nos outils SIG et l'intégrer au sein de OSM. On est en train d'y réfléchir. C'est des questions organisationnelles, comme d'habitude. C'est des questions aussi, pas forcément de développement, je pense, mais d'interface entre les différents outils. Donc ça, c'est un premier point de blocage. Je pense qu'il y a d'autres collectivités au-delà de Nantes et de Poitiers qui sont concernées par ce type de problématique. Ensuite, se pose la question de la sensibilisation aux standards qui me semble très, très importante dans le partage et la maturité des données des collectivités. Je prends l'exemple des IRVE. Aujourd'hui, on est sur une version 2.1, si je ne me trompe pas, qui remplace une version 2.0. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités de taille moyenne qui sont à même, lorsqu'elles sont aménageurs, puisque de suivre ça. Si elles veulent le faire en direct et passer par les très bons outils qui sont mis à disposition par Data, comme la plateforme de validation. Donc voilà, c'est un peu en désordre, excusez-moi, mais moi ce que je pense, c'est que il faut que les AO montrent l'exemple sur le respect des standards. Il faut qu'elles se posent la question sur l'interface qu'elles peuvent produire avec OSM. Ensuite, il faut peut-être qu'elles repensent aussi leur plateforme Open Data locale,
parce qu'initialement, les plateformes open data ont été développées suite à la loi Le Maire. Donc, c'était une question de mise à disposition des données auprès du grand public. Ensuite, on a demandé, enfin, les collectivités se sont retrouvées à faire de l'animation numérique. Et là, je pense qu'il y a un gap de compétences, puisque faire de l'animation numérique avec des jeux de données, c'est une autre dimension, c'est un autre métier, c'est mettre en place des hackathons, c'est réfléchir à la mise en qualité des données, à avoir des données qui soient mises à jour de façon continue, c'est voir les répercussions en termes de réutilisation. Mais c'est aussi important pour les AO de savoir ce qu'on fait de leurs données, savoir où elles doivent s'améliorer sur la production de leurs données, et elles ont tout à y gagner sur l'animation d'un écosystème numérique local et au-delà. Voilà, quelles sont mes réflexions. Merci beaucoup, Nicolas, de ce partage riche. J'en retiens, mais il va sûrement y avoir des réactions. Le questionnement sur justement sur la manière dont se fait aujourd'hui, ou dont pourrait se faire le passage des données qui sont publiées par des collectivités en open data aujourd'hui, qui ne sont pas forcément systématiquement reversées dans OSM. Aujourd'hui, comment se fait le reversement, si reversement il y a? Est-ce que c'est des opérations manuelles par des contributeurs qui vont aller prendre les données sur différents portails open data quand elles n'ont pas été spontanément, on va dire, publiées dans OSM? Comment ça se fait aujourd'hui? Quelles sont les possibilités en la matière que vous entrevoyez les uns les autres? Est-ce que vous avez des pratiques aussi autour de ça, des exemples concrets, que ce soit Nicolas, Florian ou d'autres? Peut-être j'ai réagir sur d'autres aspects, bien sûr. Juste pour compléter, je pense que la première approche, c'est le standard, parce qu'on parle le même langage. Donc, quand on parle le même langage, on peut aller parler le même langage sur n'importe quelle plateforme. Donc, c'est un premier prérequis. Oui, d'accord. Ouais. Donc, effectivement, si les collectivités publient au standard et délivrent de l'information au standard, elles peuvent aussi bien alimenter OSM que alors le PAN, bien évidemment, hein, ou autre. Ensuite, les reversements, ça, je ne sais pas si ça se fait par ailleurs. Mais... On va demander aux autres, justement, de voir s'ils ne veulent pas nous partager une expérience autour de ça. Je pense que ce serait intéressant. Si vous voulez, je peux partager 2 exemples de démarches sur ce sujet-là. Ouais. Mais pour moi, la clé, c'est vraiment ce que vous avez évoqué sur le sujet de la compétence. En fait, voilà. D'abord, mon expérience sur l'intégration de données dans OpenStreetMap, c'est que non, ça ne peut pas être automatisé. Et donc, c'est du temps et de la compétence à mettre en œuvre. Alors, 2 exemples différents. En 2019, le département des Alpes de Haute-Provence a constaté que l'intégralité des applications mobiles utilisées par les personnes qui venaient faire du vélo dans la région consommaient la donnée OpenStreetMap, s'appuyaient sur OpenStreetMap, et que leurs itinéraires étaient mal décrits dans OpenStreetMap. Et donc, ils ont fait un marché public dont l'objet était d'intégrer dans OpenStreetMap les itinéraires cyclables. Donc, travail manuel, itinéraire par itinéraire, tronçon par tronçon. Donc, j'ai remporté et exécuté ce marché. L'avantage, c'est que avant les itinéraires cyclables n'étaient pas dans OpenStreetMap, après, ils y sont. L'inconvénient, c'est que comme ce marché n'a pas prévu de maintenance pour les années suivantes, il y a un effet forcément d'obsolescence. Voilà, les mises à jour ne sont pas faites. Et du coup, un autre modèle que j'accompagne actuellement et qui moi, me paraît plus intéressant à long terme, même s'il n'est pas spécifiquement sur la mobilité, mais plus généralement sur la donnée géographique. Actuellement, j'accompagne le parc naturel régional du Haut-Jura dans une démarche qui s'intitule « Construction d'une dynamique autour d'OpenStreetMap sur le territoire du parc ». Et en fait, l'objet, alors ça part d'un constat que dans un territoire qui est plutôt rural, on a potentiellement moins de contributeurs OpenStreetMap que dans une grande ville universitaire avec des écoles d'ingénieurs, des formations d'urbanistes, d'aménageurs, de géographes.
Et du coup, le parc a amorcé cette année une démarche qui va s'étendre sur 3 ans et dont l'objectif, en fait, est de former les acteurs du parc. Alors, quand on dit les acteurs du parc, c'est très large. Hein, ça commence l'équipe interne des agents du parc, puis les partenaires, collectivités, associations, entreprises, prestataires, notamment dans le domaine du sport et du tourisme qui travaillent sur le territoire du parc, et puis plus largement les habitants. Et en fait, l'objectif, c'est d'organiser des actions, donc ça se traduit par des conférences, des ateliers, des cartoparties, donc des temps animés de contribution collective à OpenStreetMap sur des sujets et sur un territoire précis. Et le pari, c'est qu'en en organisant plusieurs sur une période de 3 ans et en organisant une communication et une animation autour de ça, on va pouvoir mobiliser, former, accompagner des contributeurs et que du coup, on va pouvoir améliorer cette situation qui est pénurie de contributeurs sur un territoire rural. Et cette manière dont le territoire du parc du Haut-Jura a pris des choses me semble être particulièrement exemplaire, même si elle est laborieuse. Elle s'inscrit dans un temps long et voilà, on a fait les premières actions cet automne et il n'y aura pas des fruits concrets directement observables au printemps. C'est quelque chose qui sur un temps plus long, mais qui me paraît par contre, voilà, si on arrive à former quelques dizaines de personnes sur le territoire, dans les collectivités, dans les structures partenaires du parc, et puis des habitants, il y a aussi un volet du projet qui s'adresse aux écoles et à tout le secteur scolaire, et donc des enfants qui sont potentiellement demain des élus ou des entrepreneurs sur le territoire. Je pense que ça peut aider à faire changer la donne. Mais voilà, deux modèles un peu à l'extrême inverse. Dans un cas, on sous-traite complètement l'intégration des données. Dans l'autre cas, on met en place des choses pour essayer de former et de mobiliser des contributeurs. Il y a peut-être un entre-deux qui est on se forme dans la collectivité pour être en capacité de faire une partie du travail. Voilà. Ce que fait d'ailleurs notamment Montpellier-Métropole autour du Bretag. Voilà, aujourd'hui, eux, ils n'ont plus de problème. Notre donnée, comment on fait une fois qu'on l'a produite pour l'intégrer dans OpenStreetMap, puisqu'ils la produisent dans OpenStreetMap en fait. Donc du coup, dès qu'ils produisent une donnée, elle est dans OpenStreetMap et ensuite ils la récupèrent dans leur SIG. Et alors, bien sûr, hein, j'entends qu'il y a des interfaces et des outils techniques à développer probablement, mais comme l'a très bien dit Florian, OpenStreetMap est une base de données et pas une carte. Et donc, quelle que soit l'infrastructure de SIG que vous utilisez, c'est mieux d'utiliser un SIG libre, mais même si vous utilisez un SIG privateur, c'est possible d'intégrer les données provenant d'OpenStreetMap tous les matins dans votre SIG. D'accord, mais merci à toi pour ces exemples pratiques. Je vois qu'il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Je me demandais pour un dernier échange si on ne pouvait pas peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'on attendrait les uns les autres concrètement comme approche dans les semaines, mois qui viennent. Et est-ce qu'il y a des sujets qui nécessitent soit de mieux documenter les bonnes pratiques, comme on en a pointé un ou deux déjà dans la discussion? Est-ce qu'au contraire, on se dit que là, il y a des angles morts aujourd'hui, des choses qui sont pas forcément bien calées. On se dit, tiens, là, il y aurait matière à avancer peut-être concrètement et à engager les choses. Est-ce que vous avez des attentes particulières et vis-à-vis de qui, de commandes, est-ce que c'est collectif, est-ce qu'il y a des choses autour de ça? Puis peut-être on pourra terminer ensuite par un petit mot de conclusion sur deux, trois petites choses qui sont proposées et disponibles autour de ces sujets-là pour la suite. Ce sera la conclusion dans 5-6 minutes. Oui, toujours Nicolas. On essaie tous d'être bref parce qu'il ne reste que 5 minutes. Si chacun ouais, fait je vais être bref. Bien, je pense. Je vais être très bref, t'inquiète pas. Les bonnes pratiques, c'est bon, effectivement, c'est pas parce qu'on a un SIG en interne que on ne doit pas s'intéresser à ce qu'il y a sur OSM et de vérifier ces données avec le bon tag. Il y a la possibilité sur Geodatamine de récupérer les données sur OSM, et je pense que si c'est possible dans un sens, ça peut l'être dans l'autre.
C'est-à-dire qu'on peut, si on met au standard, basculer de son SIG vers OSM. Ça, c'est peut-être des questions techniques sur lesquelles il faut qu'on se penche. D'accord. Je vais générer sur le chat. C'est Antoine qui partage Géodatamine. Ouais, moi je veux bien me dire un mot. Bien sûr. C'est sûr. J'avoue que moi je suis un peu déprimé, peut-être un peu fort. Mais aujourd'hui, je trouve il manque une grosse initiative sur cette question du référentiel routier national. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas d'initiative qui arrive à fédérer les collectivités qui maîtrisent qui maîtrisent très bien l'information sur leur. Et quand je parle de référentiel routier, je parle de la galaxie d'informations qui va avec, les travaux qui peuvent y avoir lieu, potentiellement tous les différents événements comme les marchés temporaires, qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternatives concurrentes sur le calcul d'itinéraire routier à ce que peuvent proposer les GAFAM et IA. Alors, moi, j'entends TomTom qui semble peut-être évoluer sur son positionnement là, sur l'histoire des communs. Je n'ai pas eu plus d'infos. Je ne sais pas si Florian, tu as pu suivre ces trucs-là. Mais il y a peut-être une opportunité, mais j'avoue, j'aimerais bien que l'IGN, l'IGN a des ressources pour au moins aussi donner un élan et fédérer des acteurs de l'information géographique. Évidemment, on n'est pas du tout au centre du jeu. Je pense que la DGITM est aussi concernée évidemment au niveau du secteur public, mais que ça dépasse largement la sphère publique, cette question Et je trouve qu'il n'y a pas d'initiative qui fédère totalement. Aujourd'hui, évidemment, le meilleur truc qu'on a, c'est OSM. Il se trouve que par contre, OSM ne permet pas d'inclure l'ensemble des contributeurs. Enfin, à moins que sinon on donne un signal très clair en disant, un peu comme pour les aménagements cyclables aujourd'hui, le signal est le référentiel COSM. Si jamais on veut faire évoluer le schéma de données parce qu'il ne représente pas, c'est là qu'il faut travailler. Et je pense que là, il y a un truc à faire et j'aimerais bien que la fabrique en fasse partie, mais on n'est pas tout seul. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est exemple sur les données routières. Est-ce qu'il y a des exemples des besoins comparables sur l'aspect service de mobilité et même peut-être ma question aussi de rebond, c'est quand tu dis on a besoin d'une sorte de grand effort national, est-ce que finalement l'effort, il est de nature financière, c'est ça qui nous manque, ou c'est plutôt en faire quelque chose de référence, on dit non, mais c'est ça la source, les moyens, à la limite, on les a, mais ce qu'on a besoin, c'est de cet aspect coordination et on tire tout dans le même sens, c'est autre chose? C'est tout ça? Sans doute qu'il y a un peu des deux. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui le nœud soit le financement. Je pense qu'il y a des nœuds qui sont aussi politiques. Qu'en gros, il y a énormément d'acteurs de la route qui sont potentiellement des acteurs anciens. Enfin, moi, je sais, à Transport Dagouv, on avait énormément de difficultés sur l'ouverture des données concernant le trafic en temps réel en Île-de-France, le réseau citadin, que chaque entreprise de comptage routier met en place des licences. Voilà. Bref, c'est un secteur très bizarre qui fait qu'on a du mal à fédérer. Potentiellement, l'idée, c'est de se dire, on essaie d'inviter tout le monde, on voit qui est là, et avec les gens qui sont là, on essaye de lancer un truc collectif. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que chacun essaye de rassembler des gens dans son coin et finalement se mange des stops, alors que je pense qu'il y a quand même collectivité, équipe OSM, potentiellement des utilisateurs qui seront prêts à faire des calculateurs d'itinéraires un peu commerciaux, un peu mode géovélo, quoi, un géovélo de la route. Le problème, c'est qu'il y a une multiplicité de sujets. Il y a le sujet stationnement, il y a le sujet des travaux, il y a le sujet de l'entretien des routes. Et la multiplicité des cas d'usage fait que je pense que ça reste un sujet compliqué, que ce n'est pas anodin qu'on ait du mal. Donc finalement, pour paraphraser TomTom, l'enjeu, c'est d'arriver à faire dans les faits, notamment d'OSM, une véritable super source pour la mobilité, en fait, pour les acteurs de la mobilité, et que ça ne dépend pas que des faits, en fait, ça dépend de tous les acteurs. Je pense l'IGN, les contributeurs, il y a peut-être une réflexion à avoir autour de tout ça. Voilà. Peut-être parce qu'il nous reste 1 minute 30, vous évoquez le fait que, avant de passer peut-être la parole d'ailleurs à, je ne sais pas si c'est Jean Seng ou Mélanie Vessier qui se cache derrière le compte de la Mint,
ou peut-être quelqu'un d'autre encore. Mais si vous souhaitez voilà, dire quelques mots de conclusion de ce que vous avez retenu de l'échange, je pense que c'est tout à fait utile. Pour rappel, on co-organise d'ailleurs ces temps entre la fabrique de mobilité et l'AIT, l'agence d'innovation et des transports, dans le cadre d'un partenariat là, sur cette deuxième partie d'année. Donc, c'est vraiment bienvenue sur la conclusion. Je voulais juste vous mentionner le fait que, toujours en partenariat d'ailleurs entre l'AIT et la fabrique de mobilité, on prépare un centre de ressources sur les sujets du MAS qui, typiquement à terme, a vocation à accueillir de la documentation, documenter des bonnes pratiques sur la manière par exemple, de travailler avec des ressources partagées géographiques. Donc, des choses qu'on a évoquées ce matin pourront nourrir ce centre de ressources à terme pour voilà, avoir une dimension guide pratique, bien sûr, renvoyer vers les références sur le sujet, les acteurs clés, les initiatives clés. Il y a des choses là qu'on va commencer par faire, hein, bien sûr, en bilan de ce matin. Tous les liens qui ont été partagés, on les rediffuse, mais en tout cas, de manière plus structurée, il y a ça qui est en train de se créer à partir de la fin de l'année et qui va s'étendre en 2023. Et puis, en fonction des échanges qu'on a eu aujourd'hui et dans d'autres cercles d'échanges, il y a cette idée peut-être voilà, de réfléchir à des initiatives partagées entre acteurs sur 2023. Donc, toutes les contributions, comme vient de le faire Nicolas, les deux Nicolas d'ailleurs, sont bonnes à prendre et vont alimenter aussi cette réflexion un peu collective pour j'espère, l'horizon de 2023, qu'on puisse se dire, tiens, il y a peut-être des choses concrètes là qui peuvent être lancées, coordonnées, basées sur beaucoup de choses existantes qui ont été citées ce matin. Je ne sais pas si Mélanie ou Jean, vous voulez dire un petit mot de la fin de ce que vous avez retenu avant que les uns et les autres on se déconnectent. Là, c'est Mélanie qui s'est Oui, désignée pardon. dans le chat. Bienvenue à toi. Enfin, tu es là Merci depuis tout à beaucoup. l'heure. J'ai oublié tout le temps de changer ce nom. Mais tu as le droit à Euh, l'anonymat, c'est autorisé. oui, c'est mon identité aussi. Non, mais du coup, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas, Florian et tous les participants d'avoir pu vous rendre disponibles aujourd'hui et surtout on short notice, comme tu le disais. Les échanges étaient vraiment super intéressants et ça permet vraiment de capitaliser. C'est vrai que nous, on est très transport et mobilité, mais on voit que le lien avec la route est vraiment nécessaire et doit être fait aller encore plus loin. Et donc, c'est ce que je mettais un peu dans le chat. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Mathieu Fernandez et qui a sorti sa startup d'État qui s'appelle Dialogue et qui numérise les arrêtés de circulation pour éviter que des camions viennent dans des villes typiquement qui n'ont pas la place de les accueillir ou, comme tu disais, Nicolas, quand il y a des marchés, etc., ce qui se passe. Voilà, histoire de vraiment mettre tout ça en communion et faire avancer au mieux tout cet écosystème. Je pense que ce serait intéressant de l'avoir la prochaine fois. Je lui demanderai et il sera content de le faire. Euh, et, euh, et non, en tout cas, merci beaucoup. Et peut-être oui aussi repréciser, je pense que les personnes qui sont là, elles l'avaient peut-être déjà entendu la dernière fois, mais avec Florian, on prépare aussi un outil de collecte de données et d'accessibilité, que ce soit sur la voirie et dans les transports. Et donc, si des collectivités souhaitent y participer ou d'autres contributeurs amener un peu leur pierre à l'édifice, ce sera avec plaisir. Donc, merci beaucoup pour les échanges. Merci Mélanie. Pour poursuivre dans cette continuité, tu évoquais la précédente session. Il y a aussi une future session qui est d'ores et déjà programmée. C'est peut-être la page de pub de Yann pour la prochaine date, hein, qui sera donc sur le thème de la biéthique et j'allais dire du transfrontalier, mais ça peut être transfrontalier entre régions, hein, comment on crée de l'interopérabilité, de la fluidité entre différents systèmes de transport, et bien sûr avec la notion de standard derrière ça. Si tu veux dire quelques mots, Yann, et puis du coup, on va Voilà. pouvoir, Un webinaire sur le même format que celui qu'on vient de conduire aujourd'hui. Donc, demandez-nous n'importe quoi sur ces questions de biéthique dans le MAS. La date, c'est le lundi 12 décembre à 9 h. Voilà, donc venez nombreux. Les invitations vont bientôt circuler. Il y aura de la communication autour sur les réseaux et puis par mail pour les gens qui sont dans nos newsletters et autres listes de contacts. Donc voilà, n'hésitez pas, venez nombreux pour un temps qu'on espère toujours convivial comme aujourd'hui. Merci encore à toutes et tous. Merci encore à Nicolas et Florian d'être disponibles ce matin. Et puis, écoutez, je pense qu'on a des occasions de rééchanger sous différents formats prochainement. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée, merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Arrêter l'enregistrement. Ça s'arrêtera quand vous serez tous partis. Ok, d'accord. À plus tard. À plus tard.